Bonjour à toutes et à tous. Nous allons attendre 2 petites minutes que tout le monde se connecte puisqu'on attend beaucoup de monde sur cette webconférence. Donc, d'ici quelques minutes, nous démarrons. Eh bien, écoutez, nous allons démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Absolument ravi de vous retrouver pour partager cette webconférence sur le sujet de la facture électronique. Donc, je me présente. Moi, je suis Cédric Rougier, responsable des ventes de la société Inseco. Alors, Inseco, en quelques mots, intégrateur de solutions de gestion sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine depuis 1988. Et nous sommes présents à vos côtés au travers de 8 agences de proximité. Mais nous aurons l'occasion et vous aurez l'occasion de prendre contact avec nous et échanger sur ce sujet. J'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par André Dumas, qui est experte Bonjour. en facture électronique chez Sage, puisque Sage, partenaire important de la société Inseco, et puis également qui œuvre en coulisses, Emmanuel Martin, qui est notre responsable marketing et communication, qui va jouer son rôle de modérateur pendant Bonjour à vous tous. cet événement. Euh, L'objectif de cette webconférence, c'est que vous soyez à l'issue de cet événement, de ce moment partagé avec nous, en bonne connaissance des enjeux et surtout, nous le souhaitons, serein dans la mise en place et puis évidemment en connaissance de l'accompagnement qu'Inseco et Sage vous proposent. Donc, le sommaire pour démarrer, on est ensemble jusqu'à 10h30. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le fil de la conversation et nous prendrons un moment en fin de webconférence pour répondre à vos questions. Le sommaire, ben, écoutez, la facture électronique arrive. Je pense que vous êtes toutes et tous au courant de ça et on va, au travers de ce webinaire, faire un petit parcours initiatique d'abord, repositionner ce qu'est la facture électronique, ce que sont les acteurs autour de cette réforme, le circuit des factures, comment vont transiter vos factures et comment faire le suivi, l'organisation, évidemment, comment vous allez, ou nous allons anticiper et préparer cette transition. Et puis et évidemment, un gros morceau de notre webconférence, c'est vous présenter notre accompagnement pour en faire une réalité opérationnelle. Alors d'abord, c'est quoi cette réforme de la facture électronique? Certainement que c'est la
plus importantes réformes fiscales en France depuis 70 ans, pardon. Et il y a 70 ans, quasiment jour pour jour, naissait la TVA en France, puisque c'était le 10 avril 1954. Et aujourd'hui, nous sommes face à cette réforme qui a un objectif, plusieurs objectifs principaux, c'est limiter la fraude à la TVA et accompagner les entreprises à la juste déclaration de la TVA de manière quasi automatique. Donc, derrière ça, il y a des objectifs évidemment, c'est renforcer la compétitivité, votre compétitivité, notre compétitivité, sécuriser les déclarations de TVA, permettre la connaissance au fil de l'eau de l'activité des entreprises et lutter contre la fraude fiscale, puisque ça, c'est l'objectif chiffré du gouvernement. Et je crois que les derniers chiffres qui ont été présentés, c'était de l'ordre de 15 milliards d'euros qui devaient être récupérés grâce à la mise en place de la facture électronique. Pour qui finalement, cette réforme elle concerne toute entité, et je dis bien entité, que ce soit des entreprises ou associations ou autres statuts soumises à la TVA, ce qu'on appelle les assujettis, quel que soit le chiffre d'affaires et quelle que soit la forme juridique finalement. Et puis, comme je le disais, les entités publiques lorsqu'elles sont assujetties. Alors, qu'est-ce que la facture électronique? Euh, En fait, c'est une facture qui est créée dans un format électronique, magnétique, qui contient, ce fichier contient les données que vous pouvez lire sur une facture classique. Ce n'est pas un PDF unique ou une image. Le PDF existera toujours, mais il va encapsuler un fichier XML, donc c'est une codification, qui contiendra l'ensemble des données de vos factures. Donc l'entête, le pied, mais surtout le corps des factures, c'est l'ensemble des lignes que vous pouvez lire sur vos factures. Et vous imaginez bien derrière que tout ça a été fait pour créer de l'automatisme et que ça va être la base de ce principe de facture électronique. On y viendra un tout petit peu plus tard et on verra également l'impact que ça va avoir sur vos systèmes d'information. Donc, avant la facture électronique, ou qu'on appelle aussi e-invoicing, mais on y reviendra un petit peu plus loin, c'était une facture est adressée aujourd'hui à un client, un fournisseur, et les actions, la lecture de ces factures est humaine, que ce soit en papier, PDF ou email. L'administration fiscale intervenait en amont et en aval du circuit de cette facturation pour la récupération des données de TVA via un formulaire que vous deviez renseigner manuellement ou un échange de données informatisées lorsqu'elles existaient. Donc, on voit que l'administration fiscale intervenait en amont et en aval du circuit de facturation. Avec la facture électronique, l'émission et la réception passera par une plateforme de dématérialisation. Alors, plus communément appelée PPF ou PDP, mais là encore, on y reviendra un tout petit peu plus loin, qui est une plateforme en fait de dématérialisation. Toutes les données de transaction et de paiement à l'administration passeront par cette plateforme qui généreront ces plateformes le pré-remplissage des formulaires de déclaration de TVA. L'administration fiscale se positionne désormais au centre des échanges de factures. Et nous verrons un tout petit peu plus loin les différences entre ces PPF et PDP et nous vous guiderons dans le choix, vos choix de plateforme, puisque vous aurez le choix. André, à ce stade, peut-être un petit rappel sur le calendrier, le nouveau calendrier finalement de la DGFiP. OK, très bien. Donc le nouveau calendrier de la DGFiP. Donc ce calendrier, il est nouveau depuis fin juillet, hein, donc on avait un calendrier initial, qui a été modifié fin juillet. Donc là, normalement, il est définitif, hein, donc on note ici 2 dates, septembre 2026, septembre 2027. Au pire, s'il devait y avoir un nouveau report, il ne pourrait être qu'à décembre 2026 et décembre 2027. Hein, donc ça, c'est un décret qui a été, pris, qui fait que de toute façon, ça ne sera pas décalé au-delà.
Alors, ce nouveau calendrier, en fait, regroupe les entreprises en 2 catégories, les grandes entreprises et les ETI, les PME et les TPE. Alors, ce qu'on note ici, c'est qu'on a une première date, donc septembre 2026, qui va concerner toutes les entreprises. Toutes les entreprises pour ce qui est de la réception des factures et les grandes entreprises et les ETI pour ce qui est de l'émission. Donc là, à partir de cette date-là, toutes les grandes entreprises devront obligatoirement émettre des factures électroniques et comme en principe toute entreprise est cliente d'une ETI ou d'une grande entreprise, hein, je prends par exemple, EDF, ici, toutes les entreprises doivent être en capacité de réceptionner ces mêmes factures électroniques. Alors, pour ce qui est des PME et des TPE, elles auront au maximum jusqu'en septembre 2027 pour elles-mêmes émettre des factures électroniques. Donc là, ce qu'il faut bien, noter, c'est que c'est une date limite. Rien n'empêchera une PME, une TPE, si elle est prête, de commencer à émettre des factures électroniques dès septembre 2026. Et dans certains cas, ce type d'entité sera même obligé d'anticiper l'émission. Un premier cas, vous émettez aujourd'hui des factures sur le portail Chorus Pro. À terme, Chorus Pro va disparaître au profit donc soit du portail public de facturation, soit d'un portail privé. Et ici, donc, votre obligation va démarrer en septembre 2027 pour pouvoir continuer d'émettre ces factures envers des collectivités publiques. Autre cas où vous allez peut-être devoir anticiper, si parmi vos clients, certains sont déjà passés à la facture électronique, ils peuvent exiger de vous de recevoir dès septembre 2026 des factures électroniques. Hein, donc ici, attention, on ne se dit pas septembre 2027, il faut faire une analyse des clients pour peut-être se dire qu'on va devoir anticiper. Voilà, donc ça c'est le nouveau calendrier. Alors, au niveau Al- de, cette facture, cette réforme de la facture électronique, on a différents flux. Donc on a des flux qui s'appellent e-invoicing, donc Cédric vous l'a dit, ces flux e-invoicing, c'est le terme qui a été choisi pour désigner une facture électronique. Donc, on n'aura pas à émettre des factures électroniques dans tous les cas. Donc, quels sont les cas concernés par ces factures électroniques? Eh bien, c'est lorsque votre client est une administration. On parle ici de B2G, hein, donc là, c'est tous les clients qu'on facture aujourd'hui avec le portail Chorus Pro. Donc, pour ces clients-là, obligation d'un flux e-invoicing. Et autre obligation, en B2B, hein, donc là, c'est business to business, je facture une autre entreprise, mais uniquement en France, et là, j'ai l'obligation de faire une facture électronique. Donc, on note hein, que l'ensemble de vos factures ne seront pas forcément aux factures électroniques, au format facture électronique. Si vous facturez des particuliers, le format va rester celui que vous utilisez aujourd'hui, en principe un format PDF. Alors, si on s'arrêtait en fait à ce seul flux, on est bien d'accord que les déclarations de TVA seraient incomplètes, hein. Donc Cédric vous l'a dit, le but ici, c'est d'avoir, avec la facture électronique, un pré-remplissage de vos déclarations de TVA. Alors attention, hein, dans un premier temps, ce pré-remplissage, ne vous dispensera pas de finaliser vos déclarations de TVA. Ça va se passer un petit peu comme quand on fait, nos impôts, hein, en tant que particulier. On arrive sur le site impôts.gouv et les données sont présentes, mais on va quand même contrôler et valider les déclarations. Donc pour que ce pré-remplissage soit complet, on aura d'autres flux qui s'appellent des flux e-reporting. Donc dans quel cas on va devoir, émettre des flux e-reporting? Donc le e-reporting, en termes de facture, va concerner les entreprises qui sont, basées hors de France, hein. Donc ici, je facture une entreprise en Italie, je ne ferai pas une facture électronique. Donc ici, on parlera de flux e-reporting. Également, si vous avez à facturer des particuliers, hein, donc je vous l'ai dit, ils ne sont pas impactés par les flux e-invoicing, donc à ce moment-là, je vais faire des flux e-reporting.
Et en termes de flux e-reporting, on aurait également des types de flux, hein, donc ils sont, nombreux, les types de flux e-reporting, tous codifiés. Donc on aurait également des flux d'encaissement. Alors, encaissement, pourquoi des flux d'encaissement? Ici, lorsque on va transmettre une facture électronique, on aura l'information en en-tête de la facture, hem, du fait que cette facture est soumise à TVA sur les débits ou à TVA sur les encaissements. Et on sait que le fait générabilité de la TVA n'est pas le même selon que je suis sur les débits ou sur les encaissements. Donc, quand l'administration fiscale aura un flux e-invoicing avec information TVA sur les débits, automatiquement, le montant de la TVA sera récupéré pour préalimenter la déclaration. Par contre, si en en-tête de la facture, il est indiqué que c'est une TVA sur les encaissements, à ce moment-là, la facture n'alimentera pas l'information à l'administration fiscale, mais c'est un autre flux e-reporting que vous allez devoir générer qui alimentera au moment de votre encaissement, hein, donc, ou du décaissement de la facture. Donc ici, tous ces flux e-reporting sont destinés à avoir des déclarations de TVA qui sont complètes. Alors, Alors, merci André pour cet éclairage. mmh, Comme nous l'avons évoqué il y a quelques instants, et je voulais évoquer, il y a plusieurs acteurs en fait qui interviennent dans la chaîne de facturation électronique. Alors, on a entendu parler de PPF, de PDP, d'OD. Je pense qu'à ce stade-là, il peut être intéressant, André, de faire un tout petit exercice de vocabulaire et derrière ces acronymes. très bien. Alors, on les retrouve ici, hein, ces 3 acronymes. Donc, premier acronyme, donc portail public de facturation, PPF. Donc ça, c'est le portail de l'administration, française. Donc c'est un opérateur public qui va offrir, des services d'échange de factures gratuits. Par contre, attention, ce portail n'offrira qu'un service minimum. Donc il va, par exemple, archiver, vos factures pendant 10 ans. Et ce portail a des prérogatives qui sont: je gère l'annuaire. En fait, on va voir qu'on aura à terme un annuaire des entreprises qui va être stocké sur ce portail public de facturation. Donc cet annuaire dira, pour chaque entreprise, quelle est la plateforme choisie. Et vous allez comprendre tout à l'heure à travers un schéma, pourquoi c'est important d'identifier la plateforme choisie par chaque entreprise. Donc le portail public de facturation, c'est celui qui va remplacer le portail Chorus Pro également. Sauf qu'ici, bah, le champ est beaucoup plus large qu'avec Chorus Pro. À côté de ce portail pourront, arriver des plateformes de dématérialisation partenaires, des PDP. Donc ça, ce sont des plateformes privées qui vont être immatriculées par l'administration fiscale. Donc là, on est en cours d'immatriculation de ces plateformes. Sachez que Sedge s'est porté candidat pour être plateforme de dématérialisation partenaire. Alors, ce qu'exige, pardon, l'administration fiscale au niveau de ces plateformes privées, c'est d'offrir à minima les mêmes services que le portail public de facturation, mais ces plateformes iront beaucoup plus loin et pourront offrir des services complémentaires. Alors, pour le moment, les plateformes ne sont pas encore connues, donc leurs services ne sont pas publiés, mais ça ne saurait tarder. Et à côté de ça, vous pouvez entendre le terme OD, donc pour opérateur de dématérialisation. Donc là, c'est un prestataire de service. Donc si je prends l'exemple chez Sedge, la gestion commerciale Sedge 100 est OD. En fait, les OD, ce sont des outils qui permettent de générer de façon correcte les factures et les flux attendus par l'administration fiscale, mais ces opérateurs ne sont en aucun cas immatriculés, hein, donc il n'y a pas du tout de certification au niveau des OD, et ce ne sont pas les OD qui sont chargés de transporter les factures, hein. Donc elles émettent, elles déposent sur une plateforme, mais elles ne transportent pas ces factures. Voilà pour les acteurs. Alors,
Merci André pour ces précisions. Je pense que ce qui, du coup, intéresse nos auditeurs à ce stade-là, finalement, c'est de connaître le circuit des factures électroniques. On l'a vu, tu as parlé de schéma, on a parlé des acteurs, mais finalement, quelles interactions avec ces nouveaux acteurs? Comment ça va se passer, finalement, tout ce circuit-là? OK, alors là, voilà, un gros schéma, qui peut paraître un peu complexe, mais qui, ne l'est pas tant que ça. Donc ici, ce schéma illustre les circuits qu'emprunteront vos factures quand elles seront au format facture électronique. Alors sur ce schéma, on a des vendeurs, des acheteurs et ici, certains ont choisi de travailler avec le portail public de facturation, d'autres avec des portails privés, hein, donc des PDP. Alors juste une petite précision peut-être, à un moment, l'administration fiscale va vous demander de faire un choix. Avec quelle plateforme souhaitez-vous, travailler, échanger? Donc ce choix, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'est jamais définitif, hein. Donc je peux démarrer sur le portail public de facturation et puis me dire que ce portail n'offre pas suffisamment de services et à tout moment basculer sur un portail privé. Alors là, je vais prendre, 1 ou 2 exemples pour, vous permettre de comprendre comment ça va se passer. Donc là, je vais prendre le premier exemple, c'est l'entreprise C, qui est le fournisseur de l'entreprise D et qui veut envoyer une facture à son client, donc entreprise D. Donc l'entreprise C, elle est équipée d'un outil, d'un opérateur de dématérialisation, par exemple 700 gestion commerciale. Donc elle est dans sa GESCOM, elle émet une facture. Alors, tout à l'heure, je vais vous rassurer sur le fait que vous, à aucun moment, si tout est bien paramétré, vous n'aurez à vous poser la question: «Alors ce client est un particulier, je vais faire un flux e-reporting. Ce client est une entreprise en France, je vais faire un flux e-invoicing». Ces questions-là, vous n'aurez pas à vous les poser. Tout cela sera fait de façon automatique avec la gestion commerciale et je vous expliquerai comment tout à l'heure. Donc là, je suis dans ma GESCOM, j'émets une facture. Donc cette facture, elle va arriver sur la plateforme que j'ai choisie. Parce qu'ici, dans mon exemple, C et D ont choisi le portail public de facturation. Donc la facture arrive sur le portail public de facturation. Donc le portail public de facturation qui concentre l'annuaire va regarder dans son annuaire quelle est la plateforme choisie par mon client. Elle verra que mon client a choisi également le portail public de facturation. À ce moment-là, elle informera l'entreprise D qu'elle a une facture à récupérer. Donc ici, hein, c'est pour ça que la flèche est dans ce sens-là. Et puis, au passage, elle collectera les informations de cette facture qui intéressent la déclaration de TVA pour les communiquer à l'administration fiscale. Voilà, donc ça sera relativement simple. Autre Tout exemple, ceci, oui, oui, en fait, Cédric? là, André, tout ce qu'on est en train de voir là va avoir un impact fort sur le cycle de vie des factures, finalement. Ouais. Complètement. Alors, autre exemple, j'ai 2 entités qui ont choisi de travailler avec des plateformes privées. Donc c'est l'entreprise A qui envoie une facture à l'entreprise B. Donc comme tout à l'heure, elle est dans sa GESCOM 100, elle va émettre une facture. La facture arrive automatiquement sur la plateforme qu'elle a choisie. Cette plateforme va commencer par aller interroger l'annuaire qui se trouve sur le portail public de facturation, hein, donc on a la petite flèche ici. Elle va interroger l'annuaire. L'annuaire lui dira: «Eh bien, l'entreprise B a choisi de travailler avec la PDP2». En ayant cette information, elle la remontera vers ma plateforme. Ma plateforme, connaissant le la plateforme choisie par mon client, pourra transmettre la facture à la PDP2 qui informera son client qu'il a une nouvelle facture à réceptionner. Et il y aura dans ce cas-là un flux supplémentaire vers le portail public de facturation, c'est la flèche qui est ici en noir, qui sont les données de la facture pour que le portail public de facturation puisse les communiquer à l'administration fiscale. Voilà, hein, puisque c'est la seule plateforme en fait à alimenter l'administration fiscale. Alors, petite précision ici,
à aucun moment, vous ne saurez quelle est la plateforme choisie par vos clients, hein. Donc, vous n'avez pas du tout besoin de cette information, elle restera même confidentielle. Ce sont les plateformes qui iront interroger l'annuaire pour avoir cette information. Et puis, autre précision, ici, je vous ai dit, chaque fois, c'est la plateforme dira à son client qu'elle a une facture à récupérer et il ira peut-être se connecter sur sa plateforme pour récupérer cette facture. Sachez que si vous êtes équipé des applications, Sage 100, que ce soit la comptabilité, la gestion commerciale ou Sage automatisation comptable, vous n'aurez pas à aller vous connecter sur votre plateforme pour récupérer vos factures. Ces mêmes factures arriveront directement dans vos applications, hein. Donc dès que possible, on mettra des bannettes, hein, de réception de factures directement dans les solutions. Voilà, donc là, avec, ces quelques explications, j'espère que vous avez compris, comment allaient circuler vos factures au format e-invoicing. Alors, Cédric nous a parlé de cycle, de statut au niveau des factures. Donc, dans le cadre de la réforme, a été décidé que des statuts seraient associés aux factures. Donc, ces statuts, ils sont destinés à vous donner des informations euh, au fil de la transmission de ces factures, des informations qui vous aideront à savoir où en sont vos factures. Alors, au niveau de ces statuts, 4 sont obligatoires. Déposer, rejeter, refuser, encaisser. Déposer, on les retrouve ici. Donc ça, c'est vraiment le minimum. Et ce sont les 4 statuts que va gérer le portail public de facturation. Et à côté de ces 4 statuts obligatoires, 10 statuts supplémentaires pourront être gérés. Donc ici, par exemple, un statut intermédiaire émis par la plateforme. Donc au total, 14 statuts. Donc sachez que Sage a choisi de gérer les 14 statuts et qu'à tout moment, dans votre solution, vous verrez le statut de vos factures, hein. Donc vous le verrez dans les différentes applications que sont la gestion commerciale, Batiges Connect, Sage automatisation comptable et Sage sans comptabilité, hein. Donc je vous ai parlé d'une bannette de réception des factures. Eh bien, à côté de chaque facture, vous verrez le statut de la facture, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous saurez où vous en êtes dans le circuit de transmission au client. Et ça, c'est quelque chose, hein, qui sera fait de façon dynamique, hein. Donc, au fur et à mesure, ce sera alimenté. Alors, si je prends un exemple, au niveau de ces circuits. Donc là, je suis dans ma GESCOM, je suis le fournisseur, j'émets une facture. Donc cette facture, je saurai qu'elle a été déposée sur ma plateforme. Ensuite, je saurai que ma propre plateforme l'a émise vers la plateforme de mon acheteur, de mon client. Je saurai à quel moment la plateforme a reçu cette facture et je saurai à quel moment cette facture a été mise à disposition du client. Alors là, on a un rejeté. Donc ce rejeté, c'est pas le client qui rejette la facture, c'est plus un rejet technique, hein. Il manque une information au niveau du tiers. Par exemple, il n'y a pas de SIRET au niveau du tiers, ce qui ne permet pas de l'identifier. Donc ici, on parle de rejet plus technique, hein, structurel. Alors ensuite, lorsque le client aura récupéré sa facture, bah, j'aurai l'information et après donc, le client pourrait suspendre la facture, la mettre en litige, l'approuver partiellement. Voilà, donc on aura tout un tas de statuts intermédiaires. Il pourra, donc l'approuver, il pourrait aussi la refuser, et on saura également à quel moment le paiement a été transmis et au final, on aura bien le statut encaissé. Alors, ici, à quoi pourraient vous servir ces statuts, hein? Peut-être que vous dites, «Ces informations, je ne les ai pas aujourd'hui, demain, à quoi me serviront-elles?» Ici, le but, en fait, de ces statuts est essentiellement, hem, de diminuer, en fait, les délais de paiement et d'avoir des informations en temps réel. Aujourd'hui, hein, quand vous envoyez une facture à un client, déjà, vous n'êtes jamais certain que le client l'a bien reçue et vous commencez de vous inquiéter de la réception de la facture, lorsque le règlement de cette facture n'arrive pas. Donc ici, vous n vous risquez, hein, d'avoir des retards de règlement. Donc là, le fait d'avoir des informations en amont
pourrait limiter ces retards de règlement et donc améliorer votre trésorerie. Un exemple très simple, vous êtes dans votre bannette de factures envoyées, vous voyez que des factures restent longtemps avec le statut mise à disposition. Vous allez pouvoir à ce moment-là anticiper, appeler le client et lui dire: «Vous n'avez pas pris en charge ma facture», hein, et le fait que le client la prenne en charge tôt pourra permettre qu'il la règle en temps et en heure. Voilà, hein, donc des informations complémentaires au niveau des factures. Merci André. Je t'en Nous sommes à prie. peu près à la mi-temps de notre webconférence, donc on a vu Waouh! le contexte, les acteurs, le circuit des factures électroniques. Désormais, nous allons aborder l'accompagnement finalement qu'Inseco et Sage vous proposent pour la mise en œuvre opérationnelle. Alors ici, Alors, ah oui, une avant tout, oui, effectivement, ce qui serait peut-être ouais, intéressant, André, c'est que tu nous mettes en perspective les prochaines grandes étapes finalement c'est ça. euh, de la roadmap de la facture électronique. OK, donc là, beaucoup de choses sur cette slide. Alors, je ne vais pas forcément tout vous détailler, hein, sinon on va dépasser. Hem, je crois que la présentation va vous être remise Tout par à fait. Inseco à l'issue de cette présentation. Donc là, hein, quelques informations, quand même importantes au niveau de cette roadmap. Hem, ici, on a en jaune, ce qui est échéance de la DGI, DGFiP. Donc là, on retrouve, hein, les 2 dates septembre, 2026 et septembre 2027 indiquées. Et une date qui est importante, c'est que dès 2025, le portail public de facturation va être ouvert et va permettre le démarrage des phases de test, hein. Donc je pense que ces phases de test vont être importantes, pour vous assurer que tout fonctionne bien, au moment où vous serez obligé de transmettre ces flux. Donc ici, on note 2025, ouverture du portail public, de facturation. Alors, pour ce qui est des engagements Sage, alors juste ici, quelques petits mots. Donc, on est candidat, voilà, notre candidature a été jugée excellente par la DGFiP et très certainement, on parle d'avril, on devrait avoir les retours pour savoir quels sont les acteurs, PDP qui ont été choisis par l'administration fiscale et on espère très fort être retenus par l'administration fiscale. Bon, on n'a pas trop d'inquiétude. Et on s'engage, nous, à participer à la phase de test, hein. Donc ici, bien évidemment, toutes nos solutions seront prêtes pour démarrer les phases de test. Alors sur la partie basse, de ce graphique, vous avez ici, tout ce qu'on va prévoir au niveau de nos versions. Donc ce qu'il est important de noter, c'est que depuis septembre 2010, nous avons sorti une version majeure, qui est la version 10 et qui, pour nous, est la version facture électronique. La base de données qu'on propose avec cette version a déjà, en fait, l'ensemble des champs nécessaires à la facture électronique et ensuite, au fur et à mesure que l'administration nous délivrera du fonctionnel, nous, on avancera avec, des versions complémentaires qui délivreront ce fonctionnel. Mais la base, c'est vraiment, il faut être en V10 et être en V10 au plus tôt pour anticiper. Alors, Alors, Cédric, je te oui, laisse la parole. merci André. Donc, nous rentrons dans la phase de préparation et nous allons vous présenter notre accompagnement. D'abord, se préparer à la facture électronique. Pour nous, il y avait 3 points principaux. Finalement, ça va être les grands jalons de la mise en place. Ça va être d'abord et avant tout d'analyser l'existant. Analyser l'existant, vos circuits, ça va être également une vue sur vos bases de données, puisque le nettoyage de la base de données, vous l'aurez compris, je pense, au travers de tout ce qu'on a dit avant, est un élément clé de démarrage. Définir un système cible, on l'a vu, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs schémas possibles, et puis déployer sa solution. Déployer sa solution, effectivement, il y a le côté fonctionnel et technologique, mais c'est aussi et avant tout l'accompagnement des changements de pratique au sein de vos structures, de nos structures. Et la conduite du changement est un élément clé également lorsqu'on se prépare à mettre en place la facture électronique. Alors, s'informer.
anticiper, organiser. Alors s'informer, c'était vraiment et réellement l'objectif que nous avions lorsqu'on a lancé cette webconférence, c'est vous informer. On l'a vu en toute première partie. Alors je vous rassure, effectivement, il y a déjà eu des questions sur le sujet. Le PDF, le replay vous seront accessibles à l'issue de cette webconférence. Anticiper, on l'a vu, les échéances finalement, André me coupera si je dis des bêtises, mais la réelle échéance, elle est peut-être finalement à septembre 2026 puisque vous avez des fournisseurs ou des clients qui sont des ETI et du coup, il faut que vous soyez prêts aussi à accepter et recevoir ce genre de format. Et donc, pour vous accompagner, on a construit une offre et notre accompagnement s'organise autour d'une méthodologie et d'une offre à 3 niveaux. La méthodologie, c'est pour identifier tous les points impactant à la mise en œuvre. Nous sommes là pour vous accompagner, pour évaluer la maturité de votre organisation, analysez vos besoins, identifiez vos processus et circuits de facturation, planifiez ensemble le déploiement, puisqu'on l'a vu, c'est un déploiement opérationnel, fonctionnel, outil, mais aussi humain dans les pratiques et les process internes, et puis informer et évidemment former vos équipes pour que le déploiement soit effectif. Voilà, c'est un parcours étalé sur 2 à 3 ans qui couvre aussi bien les besoins techniques et fonctionnels que les besoins de formation et d'information pour les personnes qui seront dans vos structures chargées de mise en œuvre. Pour cela, une offre, 3 niveaux de solutions. Le premier niveau, c'est, et André l'a dit, la mise en conformité au travers de la mise en place de la V10. On va y venir un tout petit peu plus tard. C'est mettre en conformité et paramétrer vos outils pour préparer le socle de la mise en place de la facture électronique. Le deuxième niveau, c'est pour aller au-delà, c'est fiabiliser vos flux de factures et les données qui vont transiter dans vos outils. Et au travers aussi, bien sûr, des interactions qu'il y aura avec les plateformes. Et le troisième niveau, on en a peu parlé jusque-là, mais la réforme, c'est aussi quand même une réforme de la fonction comptable aussi, en partie. Vous le verrez, on en parlera un tout petit peu plus tard. C'est l'automatisation des flux et des workflows de validation dans vos processus comptables et d'achat. Voilà, donc notre offre, elle est construite sur ces 3 niveaux et vous l'aurez compris, notre méthodologie, c'est réellement vous accompagner et mettre l'humain au cœur du dispositif d'accompagnement. Mmh. Donc, le premier niveau, je l'ai dit, c'est la mise en conformité des outils, c'est le paramétrage de votre société. Et je vais redonner la main à André qui va vous expliquer finalement pourquoi mettre à jour et qu'est-ce qu'est la V10 des outils Sage aujourd'hui. OK. Alors, pourquoi est-il nécessaire de bien paramétrer sa société? Donc ici, bien évidemment, ce sont les paramétrages qui seront effectués au sein des dossiers qui permettront de transmettre les bonnes informations. Donc, on aura des paramétrages au niveau de la société, au niveau, des tiers, du type de transaction, du type de TVA, des règles de taxation et cetera. Donc ici, on a un certain nombre de paramétrages à mettre en œuvre. Ces mêmes paramétrages permettront d'identifier les flux à transmettre. Donc je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Bien évidemment, vous n'aurez pas à vous poser la question: «Quel type de flux, dois-je effectuer?» Ici, directement, si vos tiers sont correctement renseignés et vos paramètres société correctement réalisés, eh bien, c'est l'application qui va travailler. Elle saura que si le client est, un particulier, c'est un flux e-reporting et si c'est une entreprise localisée en France, à ce moment-là, ce sera un flux e-invoicing. Mais pour que ces automatismes fonctionnent, il est nécessaire que tous les paramètres soient corrects. Alors, au niveau de la version 10 que l'on a proposée dès le mois de septembre, on a déjà, un certain nombre d'éléments qui permettent, de renseigner, en fait, les informations. Donc là, ce sont les éléments qui sont au caractère gras. Donc directement dans l'application, on a implémenté, des API, donc API Sirène, API VUS, donc je vais vous en parler un petit peu, tout à l'heure. Donc ça permet, de récupérer automatiquement les sirettes et ainsi que les coordonnées des tiers
et de récupérer avec l'API VUS les identifiants de TVA. Et avec cette version 10, donc on aura une imputation comptable manuelle, donc ça c'est pareil, j'en parlerai un petit peu, je parlerai des automatismes plus loin, et un rapprochement manuel des documents d'achat avec la gestion commerciale. Hem, donc ça, c'est, on va dire, le premier niveau. J'ai la V10 toute seule. Donc Cédric, vous proposez également donc un accompagnement pour la mise en place de cette V10. Je crois que c'est votre premier niveau d'accompagnement. Oui, tout à fait, André. Alors, on va même presque au-delà, puisque on a fait un choix, parce qu'on le sait très bien, et tu l'as dit tout à l'heure, qu'on s'attend à ce qu'il y ait des modifications peut-être à la marge, certes, mais qui impactent aussi le paramétrage des outils. Et donc, une V10, c'est peut-être une V11 d'ici la mise en place opérationnelle de la facture électronique. Donc, ce que nous, on a fait un choix volontaire, c'est dans notre accompagnement, c'est de créer un pack qui finalement comprend toutes ces mises à jour pendant 36 mois. Et phase importante, au-delà de l'aspect mise en conformité et paramétrage des outils, c'est aussi vous accompagner à ces nouveautés fonctionnelles au travers de formations. Et puis surtout, et dès le démarrage de notre accompagnement, c'est former ou informer, sensibiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne, on va dire, de la facture électronique dans vos structures, aux enjeux et à la mise en place de la facture électronique, un petit peu comme nous le faisons aujourd'hui, mais de manière un petit peu plus approfondie, en connaissance de vos process et en échangeant bien sûr en amont avec vous. Voilà notre premier niveau d'accompagnement. Voilà, alors en termes d'accompagnement, si je peux me permettre un petit point important, donc ici au niveau des registres de taxes qui sont mentionnés ici, hem, on l'a vu précédemment, vous allez devoir émettre des flux e-reporting, notamment pour ce qui est encaissement et factures en dehors, de la France et en dehors des entreprises. Donc sachez que dans nos applications, c'est 700 comptabilité qui va permettre de générer ces flux e-reporting. Mais par contre, ces flux e-reporting ne pourront être générés que si les registres de taxes sont paramétrés. Alors, ça sous-entend pas l'obligation de paramétrer complètement sa TVA avec la compta, hein. Si vous n'utilisez pas la compta pour le faire, vous allez pouvoir continuer, mais par contre, les registres de taxes devront impérativement être paramétrés. Et on sait que malheureusement, ces registres aujourd'hui sont assez peu utilisés et nécessitent quand même un paramétrage. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait anticiper, hein. Ça ne changera pas entre aujourd'hui, le paramétrage proposé et ce qui sera demain utilisé, dans le cadre de la réforme. Donc voilà, un exemple d'anticipation, hein, pour étaler un petit peu, la charge de mise à jour. Alors, je vous l'ai dit, notre V10 est prête et contient déjà, un grand nombre de champs qui concernent la facture électronique. Alors, il y a des champs qui sont visibles dès à présent, puis il y en a d'autres qui sont déjà dans la base, mais non encore visibles, qui vont être délivrés au fur et à mesure, en fait, de l'avancement de la réforme, hein, notamment avec l'ouverture du portail public de facturation, hein. Donc, au niveau des tiers, on a des nouveaux champs tels que le type d'assujettissement. Ce tiers est-il assujetti à la TVA ou non? Hem, quel est, le régime de TVA de l'entité? Voilà, donc de nouveaux champs qu'il va falloir paramétrer. Alors, André, je Oui, crois qu'on passe en moyenne, ça doit être 15 champs à peu près sur une facture aujourd'hui qui est visible, à 26 champs demain, je crois, hein, c'est la ça, réforme l'impose. beaucoup Donc, plus bon, d'informations. ouais, c'est un sujet, évidemment, le premier niveau de notre accompagnement, c'est déjà que vous soyez en conformité, c'est le socle en fait, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, le socle est prêt. Et notre deuxième niveau d'accompagnement, on va le voir au travers d'un point qu'André va faire plus précisément. C'est vous faciliter, c'est au travers d'un outil qui s'appelle l'option Data Clean and Control, c'est vous faciliter le travail qui reste colossal, et je pense que vous le mesurez, du contrôle des conformités des données et des tiers mouvementés. On a choisi de mettre en œuvre pour vous cette option-là dans notre niveau 2 d'accompagnement. Et là, je vais laisser André vous présenter ce qu'est cet outil de mise en conformité, finalement, Sage 100. OK. Donc là, effectivement, pour vous accompagner, vous aider à avoir des bases qui sont, saines pour pouvoir, passer le cap de la réforme,
On propose une option qui s'appelle, SDCC, hein, pour Sedge Data Clean and Control. Donc cette option, heu, on l'appelle aussi outil de mise en conformité, va vous proposer dès à présent certaines fonctions et au fur et à mesure qu'on avancera dans la réforme, notamment ouverture encore une fois du portail public de facturation, on proposera d'autres automatismes. Donc ici, cet outil, il peut être utilisé dès à présent, pour vos tiers existants et vos paramètres société et bien évidemment, il sera utilisé, tout au long de votre, utilisation de la solution, hein. Donc aujourd'hui, on va mettre à jour, les tiers présents. Demain, dès que je crée un nouveau tiers, je pourrai m'assurer en fait, que sa création est correcte via l'outil. Idem si vous importez vos fiches de tiers, hem cet outil vous permettra de contrôler, en fait, les informations. Donc ici, on note un outil avec du fonctionnel présent aujourd'hui et du fonctionnel évolutif, toujours avec le même outil. Alors cet outil, il est, si vous en faites l'acquisition, ce que vous propose, Inseco, il vous sera utile aussi bien dans la compta que dans la gestion commerciale. Alors, le mieux, c'est peut-être de vous le montrer, hein. Donc là, rapidement, je vais vous montrer, à quoi vous servirait l'outil. Donc là, vous êtes sur ma comptabilité, j'ai installé l'option et je vais directement aller au niveau de mes fiches de tiers. Donc là, parce que j'ai l'option SDCC, dans la liste des tiers, j'ai 2 colonnes supplémentaires. Ces colonnes sont statut facture électronique et motif facture électronique. Donc directement sur la liste des tiers, je saurai si je peux émettre ou réceptionner une facture, pour le tiers en question parce que j'ai une petite coche verte, hein. Donc ici, quand j'ai une coche verte, ça m'indique que le tiers est correctement paramétré. Dès que j'ai du rouge, je sais que dans tous les cas, c'est même pas la peine que je prenne, voilà, Cara ici, mon client Cara, il est en rouge. Au niveau du motif, on m'indique hem, qu'il manque le SIRET de cette entité. Donc c'est même pas la peine que j'essaye de lui envoyer une facture parce que ma facture va être rejetée et en cas de rejet technique de la facture, ça va être assez complexe, hein, de récupérer ces factures, d'en émettre de nouvelles. Donc ici, je sais que il faut que je complète la fiche du tiers pour qu'elle soit correcte. Donc ça, une information, hein, qui va être très précieuse et ici, je vous l'ai dit, donc on vous propose, des aides à la création des tiers. Donc là, je vais prendre un exemple, voilà, je crée une nouvelle société. Je sais qu'elle s'appelle, AJL Building, voilà, AJL Building. Ici, je mets, pardon, uniquement donc le nom de la société et là, j'ai la possibilité d'utiliser, alors j'ai dû faire une erreur dans le nom. Je vais aller vite et voilà. Alors, il me manquait une lettre. Donc ici, j'ai tapé uniquement le nom de la société, donc j'ai appelé l'API SIRET. Donc je vois en fait que la société AGL Building existe bien, qu'elle a, 3 entités, hein. Donc ici, je vais prendre par exemple, je travaille avec son établissement situé à Pont-de-la-Baume. Donc je récupère ici directement dans la fiche tiers l'adresse du tiers, sa ville, son pays, notion extrêmement importante au niveau de la facture électronique, son SIRET, son code NAF et j'ai même ici, je ne vais pas le lancer, mais un API pour récupérer automatiquement l'identifiant de TVA. Voilà, donc ça c'est, quelque chose qui a été implémenté sur l'AV10. Maintenant, l'assistant va me permettre d'effectuer des contrôles et des modifications en masse. Donc lorsque je lance l'assistant, ici je peux le lancer directement depuis la liste des tiers. Donc cet assistant, alors déjà vous avez des liens, hein, pour avoir, une cartographie des données qui sont contrôlées notamment et vous pouvez soit contrôler les paramétrages de la société, donc ici voilà, donc là, vous voyez que j'ai une liste, d'informations qui ne sont pas correctes au niveau de mon dossier. Hein, voilà, donc sur les taux de taxes, il me manque des codes EDI, par exemple.
Et ici, bon, je vais vous le montrer sur les tiers. Donc, vous savez, hein, quels sont les paramétrages, défaillants. Si vous lancez cette fois-ci le contrôle au niveau des tiers, donc déjà vous pouvez choisir le type de tiers, hein, les clients, les fournisseurs, et si vous avez beaucoup, beaucoup de tiers, parce que vous utilisez depuis longtemps les applications, vous pouvez dire: «Faire un filtre, je ne traite que les tiers que j'ai facturés au cours des 2 dernières années», par exemple. Donc là, lorsque je vais cliquer sur «Fin», j'ai une liste où là, pour le coup, tous les tiers sont en rouge et l'application me dit en fait, quelles sont les informations manquantes. Là, je vois par exemple que, le pays du tiers bio n'est pas à jour. En double clic, j'arrive directement au niveau du champ, voilà, que je peux alimenter. Alors, il lui manque aussi son SIRET. C'est pour ça qu'il est resté présent sur la liste. Voilà, donc là, hein, le motif, ici est indiqué. On double-clique, on corrige et le tiers, va disparaître de cette liste. Alors, avec cet outil, on peut alimenter, modifier de façon, globale plusieurs tiers. Donc ici, hein, je pourrais faire une sélection préalable des tiers et leur affecter le pays. Alors juste ici, je pourrais filtrer, hein, sur heu les motifs, voilà, là, il me manque des pays sur tous ces tiers-là. Je vois, bah, qu'ils sont, allez, tous en France. Donc ici, je pourrais dire: «Je modifie les tiers, je leur affecte le pays, France». Je pourrais également modifier le type d'assujettissement, hein, dire si c'est un assujetti ou non à la TVA et on peut même calculer des d'autres identifiants de façon automatique. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui en automatisme pour corriger les tiers. Sachez que demain, dès qu'on aura accès à l'annuaire, avec le portail public de facturation, on aura d'autres automatismes pour aller modifier les tiers. Et je veux finir cette petite démonstration par, illustrer le fait que nous avons ajouté des champs. Voyez, vous aurez maintenant dans les fiches tiers, un sous-onglet facture électronique où vous allez retrouver le type d'assujettissement, alors les autres identifiants. Donc on va dire ici, si le client, par exemple, est hors Union européenne ou Union européenne hors France. Auquel cas, je vais avoir besoin d'un identifiant supplémentaire et c'est ce même identifiant qui peut être calculé, par l'option SDCC. Et puis, on aura des éléments qui arriveront automatiquement ici. Dès l'instant où l'annuaire sera accessible, on pourra communiquer avec l'annuaire pour alimenter ces champs-là. Voilà, donc là, le Merci mieux, André. c'est de voir. Merci André. On a pris un tout petit peu de retard et je voulais Oui, vraiment donc là, sincèrement m'excuser pour ça. Voilà, juste très rapidement, là encore, le niveau 2 de notre accompagnement, donc vous avez le découpage fonctionnel de l'option Data Clean and Control. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez qu'on aille plus loin dans la discussion. voilà, Notre accompagnement, ben, en fait, à ce niveau socle, paramétrage et mise en conformité des outils vient s'ajouter cette option-là, l'option Sage Data Clean and Control, pardon, et évidemment, et toujours, notre leitmotiv, c'est vous former et vous sensibiliser à l'utilisation de cet outil-là. Ça, c'est le niveau de notre offre. voilà et là, pour avoir plus de détails, vous avez un petit tableau qui vous liste, en fait, tout ce qu'apporte Sage, l'option SDCC, versus je n'ai que la V10 sans l'option. Voilà, hein, donc ça, c'est tout le fonctionnel supplémentaire. Alors, on va enchaîner. Oui. Cédric? Donc, sur le niveau 3 finalement de notre offre, qui est l'automatisation des processus, on l'a vu, en fait, la mise en place de la facture électronique ouvre à de potentielles modifications structurantes de la fonction achat, comptabilité dans vos entreprises. C'est une occasion aussi d'automatiser, dématérialiser le traitement des factures fournisseurs notamment. C'est un sujet de simplification des processus, de réduction aussi
du coût de gestion, ça se porte à ce niveau-là. Et sur notre niveau 3, on a l'outil ACS, automatisation comptable, qui vient s'agréger à notre offre. Voilà, André, et je parle sous le contrôle de tous les auditeurs, finalement, c'est un outil qui va permettre de passer d'une comptabilité périodique, cyclique, manuelle, à une comptabilité en temps réel, automatisée, C'est et tout ça, ça au service du business, hein, évidemment. On soit bien d'accord là-dessus. exactement. Voilà, donc je te laisse la main, André, pour nous présenter l'outil. OK. Alors, cette automatisation comptable, là, c'est un outil, que l'on propose, à notre catalogue depuis un certain temps, qui a beaucoup de succès et qui permet en fait, une automatisation du traitement des factures fournisseurs. Alors ici, on parle de centralisation des achats. C'est le seul outil dans notre gamme qui permettra de visualiser l'ensemble de ces factures. J'y reviens un tout petit peu après. Parce que, cette application, elle est multicanal. Elle sera branchée avec, votre plateforme pour réceptionner automatiquement vos factures électroniques, mais cette application permettra également de réceptionner les factures qui ne seront pas à ce format-là. Hein, j'ai un fournisseur, espagnol, il va pas m'envoyer une facture électronique. Donc, ce sera une facture PDF que je réceptionnerai également dans ACS. Alors, cette application, outre le fait de réceptionner et de permettre le traitement, l'imputation automatique des factures, va permettre de gérer des workflows de validation. Hein. Donc ici, le comptable réceptionne la facture. Par contre, avant d'apposer le bon à payer sur cette facture, il est nécessaire qu'elle soit transmise à un ou plusieurs valideurs. Donc, on va gérer ces workflows de validation avec des conditions de montant si nécessaire. Et cette application, elle archive mes factures à valeur probante pendant 10 ans avec un outil de recherche qui est extrêmement puissant, puisqu'on peut rechercher sur tous les champs d'une facture et à tout moment récupérer ces factures. Hein, donc, je prends un exemple, mon expert comptable me demande, de lui envoyer, toutes mes factures d'honoraires. Donc je fais une recherche sur mon compte, 622 600 et je récupère dans un fichier zippé toutes ces factures d'honoraires sur la période souhaitée. Alors, quand on parle de point d'entrée unique, ici, vous avez la manette de réception des factures dans, ACS. Donc on aura avec un logo bleu les factures électroniques et avec un logo rouge, les factures au format PDF, hein. Donc ici, dans cette même application, on recevra toutes ces factures. Alors, petite précision sur, PDF standard, hein, ce qu'on connaît aujourd'hui, et facture électronique. Donc un PDF, c'est une facture qui doit comporter des mentions obligatoires, mais qui est, présentée de façon, complètement, choisie en fait pour chacun des fournisseurs. On n'a pas un format obligatoire, hein. Un fournisseur peut me mettre la date d'échéance en bas à droite, l'autre me la mettre en bas à gauche. Voilà, on n'a pas de forme, on n'a que des informations obligatoires. Et pour traiter ces factures avec ACS, on utilise un OCR, outil de reconnaissance de caractère, pour aller piocher ici sur ces PDF les informations. Demain, dans le cadre de la facture électronique, donc si je prends l'exemple du format FactureX, ce sera un PDF qui sera lisible par l'humain, mais ce PDF encapsulera un fichier XML qui, lui, sera lu par la machine. Et dans le cadre de cette réforme, l'intérêt, c'est que la structure des factures sera exactement la même pour toutes les entreprises, hein, puisque ces formats-là sont imposés. Et on aura comme ça une succession de lignes, alors très peu visibles hein, par l'humain, qui contiendront à chacune une information. Et on va s'appuyer sur ces fichiers structurés pour aller récupérer automatiquement les informations. Alors, ici, un nouveau schéma qui va vous expliquer en fait, l'intérêt d'avoir cette automatisation comptable versus je n'ai que la compta. Donc, ici, si vous n'êtes équipé que de 700 comptabilités, je vous l'ai dit, on sera connecté à votre plateforme pour réceptionner dans votre compta vos factures électroniques. Ici, donc, e-invoicing. Mais par contre, dans la compta, on n'aura que les factures électroniques. Donc, si vous continuez de recevoir des factures au format PDF
hein, le fameux fournisseur en Espagne. Ici, je ne l'aurai pas directement dans la compta. A contrario, cette automatisation comptable me permet d'avoir en fait ici l'ensemble de mes factures. Alors, celles que je reçois par papier, encore, celles que je reçois par mail, et je peux même aller collecter avec cette solution les factures directement sur les sites de mes fournisseurs, hein, pour ceux qui me l'imposent. Alors, si je n'ai que cette sans comptabilité, donc là, j'aurai, je vous l'ai dit, une bannette dans laquelle je vais, visualiser toutes mes factures et on pourra s'appuyer, en fait, sur cette bannette pour générer les écritures, d'achat, hein, donc ici des factures, pour comptabiliser les factures. Par contre, si je n'ai que la comptabilité, ici, je ne pourrai traiter les factures qu'au niveau du pied de facture. On pourra mettre un automatisme, mais uniquement sur les totaux hors taxes, TVA, TTC. Ce qui fait que si dans la même facture, j'ai de la prestation de service et de l'achat de marchandises, ici, ben, ça va être pas possible d'utiliser l'automatisme de la comptabilité, hein, puisque ce ne sont pas les mêmes comptes comptables, ni même les mêmes comptes de TVA que je vais utiliser. Donc là, certes, des automatismes, mais limités au pied de facture. Maintenant, si je veux aller plus loin dans les automatismes, je vais pouvoir utiliser ACS et qui, dans le cadre des factures électroniques, permettra une automatisation totale du traitement de la facture. Je vous l'ai montré, on a un fichier qui va détailler la facture ligne à ligne et on va pouvoir mettre des conditions. Si je vois par exemple le mot bag, alors c'est tel compte comptable, telle section analytique qui sera utilisée. Et comme ça, donc fournisseur par fournisseur, je mettrai en place des automatismes, ce qui fait que demain, vos comptables qui recevront des factures électroniques, s'ils le souhaitent, pourront ne même plus visualiser les factures pour qu'elles soient comptabilisées. Alors ça, ce sera un choix. Ils pourront les voir ou pas. Et ces factures pourront bien évidemment partir dans des circuits de validation. Et pour ce qui est des factures au format PDF, c'est ce qu'on a aujourd'hui, on utilise un OCR et là, par contre, on demande au comptable quand même de valider le contenu qui a été reconnu automatiquement par l'OCR. Et après, hein, même principe, la facture peut partir dans un workflow de validation et dans tous les cas, est archivée. Voilà, hein, donc le plus ici d'ACS, c'est une bannette où j'ai toutes mes factures et un automatisme au niveau des total au niveau des factures électroniques. Alors, ici, Cédric. Oui, donc là, vous avez le détail, encore une fois, fonctionnel de ce niveau 3, enfin de l'outil ACS, qui vient s'agréger à nos deux premiers niveaux, comme vous l'avez vu. Et là encore, et j'en rajouterai pas plus, derrière, c'est aussi l'accompagnement à l'utilisation de ces outils et la mise en perspective et le pourquoi on a mis en place ce niveau 3. Finalement, là, on passe de la mise en conformité premier niveau à l'automatisation de vos processus et comptables. Euh, Ça, c'est vraiment, voilà, en fait, c'est un parcours que nous vous proposons sur 36 mois pour arriver à un objectif fonctionnel, opérationnel, mais aussi tout en travaillant sur le gain de temps et de productivité dans vos organisations. OK. Allez, la Alors, synthèse. ouais, en synthèse, André, je te propose qu'on aille directement au bénéfice parce que je viens d'en parler assez rapidement. Je vais vous donner quelques chiffres et je vous laisserai, vous avez compris, avant tout, c'est de l'économie de temps, c'est de la fiabilisation et de la sécurité apportée, optimisée. Et puis, c'est aussi l'idée d'aller vers du traitement automatisé et facilité. Juste sur cette slide-là, je vais juste vous donner selon Bercy, le coût de traitement d'une facture papier aujourd'hui est estimé entre 10 et 20 euros. Euh, Selon Bercy, encore une fois, une facture électronique, c'est 5 euros. Et sachant que l'économie, elle porte essentiellement sur le circuit de validation. C'est 25% du
coût d'une facture dans une entreprise. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là d'avoir ces 3 niveaux d'accompagnement et pour aller jusqu'à ce traitement automatisé et finalement, OK, on parle de facture électronique, mais aussi et avant tout, on parle d'allègement de la charge administrative. C'est ça qui va servir votre compétitivité et notre compétitivité. C'est ça, hein, la réforme, ça n'est pas qu'une contrainte, c'est aussi beaucoup de bénéfices. Exactement, tout à fait. Voilà, donc juste pour, si vous aviez ce qu'il faut retenir finalement, et j'espère que vous l'avez compris au travers de ce webinaire, c'est que notre offre, notre accompagnement, elle est calée avant tout, sur, finalement ce que j'appelle votre pouls, le pouls de votre entreprise, de vos collaborateurs et de la maturité aussi de vos process. Et on a mis la conduite du changement, on a mis l'humain au cœur du dispositif pour transformer cette obligation en une réelle opportunité organisationnelle, fonctionnelle et au service de votre performance et du gain attendu de productivité. Et puis vous l'avez vu et André l'a matérialisé au travers de ses présentations et au travers de sa présence et au travers du choix qu'Inseco a fait d'être partenaire de Sage depuis maintenant plus de 20 ans. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la techno, les outils, et puis également tout le travail qui est fait en R&D côté Sage, sert cet objectif et on a là un partenaire robuste solide et qui anticipe toutes ces échéances, voilà, pour qu'on en fasse une réalité opérationnelle et fonctionnelle chez vous. Voilà, et ce qui est important, hein, c'est vraiment l'anticipation. Vous Mm. avez de très nombreux clients chez Inseco, que vous n'allez pas pouvoir tous servir au même moment, j'imagine. Alors effectivement, c'est un sujet. Alors d'ailleurs, dans l'auditoire aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà engagé les travaux de mise en conformité, qui ont déjà engagé les travaux de mise en place de SDCC. Et effectivement, nous, notre équipe, elle est déjà, vous l'avez vu, on est prêt, hein. Là, on est sur les starting blocks. Il y a voilà, on a un planning à préparer et anticiper, c'est nous contacter. De toute façon, vous aurez toutes les informations qui vous seront transmises à l'issue de cette webconférence, nos contacts, vous les connaissez la plupart, et notre offre. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on démarre l'accompagnement dès maintenant. OK, donc là, OK, Emmanuel? merci André, merci Cédric. Écoutez, il y a quelques petites questions dans le fil de conversation. Donc, rapidement, peut-on avoir ACS avant de mettre en place la facture électronique? Alors bien évidemment, donc nous, ACS est déjà utilisé par de très nombreux clients et au contraire, plus j'anticipe, plus je suis familiarisée avec l'outil et après, ça sera qu'une formalité que de passer à la facture électronique. Oui, bien évidemment. OK. Les imports de factures via Excel seront-ils toujours d'actualité? Alors à quel niveau? Alors, je n'ai pas de précision. Après, Facture, j'ai envie de vous dire facture sur Excel, non, c'est fini, ça sera extrêmement compliqué. Alors, il y aura une petite tolérance de la part de l'administration fiscale pour, pendant un temps donné, venir saisir quelques factures à la main sur le portail, mais ça sera très long, très fastidieux, hein, donc ici, c'est pas du tout recommandé. donc là, en Oui, complément, c'était j'importe mes factures fournisseurs via Excel. ah Voilà. oui. Mais Oui, en Ouais. fait, c'est vrai qu'on l'a peut-être peu abordé, mais finalement, cette réforme, elle pose question aussi sur les technologies et puis l'équipement en outils de gestion. Effectivement, comme le disait André, l'Excel va gentiment ou peut-être à terme disparaître lorsqu'on parle de facturation. C'est aussi anticiper et étudier l'implémentation d'un outil de gestion dans sa structure aussi, la mise en place de la facture électronique. Et là encore, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour qu'on puisse travailler le sujet ensemble. OK. Une autre précision, quel sera le flux d'une facture reçue d'un client export que l'on reçoit par mail? Comment sera-t-elle incorporée quand on n'a pas la comptabilité Sage, mais uniquement la gestion commerciale? Bah, elle sera incorporée dans l'outil de gestion de comptabilité du client. Alors, elle pourra être importée dans la GESCOM si le client le souhaite, mais par contre, c'est vraiment, il faut s'assurer que l'outil de comptabilité utilisé par cette entité
passe bien le cadre de la réforme de la facture électronique. Hein, donc nous, voilà, dans la GESCOM, on verra la facture, mais c'est pas la GESCOM qui va permettre la comptabilisation de la facture. Ok, une petite question qui a été posée au moment du cycle de vie de la facture autour de est-ce que le dépôt se fait automatiquement dès la finalisation de la facture client? Oui, donc ici, hein, quand on sera dans la GESCOM, on va transmettre la facture, envoyer la facture et elle sera automatiquement déposée sur la plateforme. Mais bon, ce sera quand même une action, hein, de l'utilisateur comme aujourd'hui, hein, je valide, j'imprime la facture, ou je la transmets par mail. Bah, là, ce sera pareil, hein, je choisirai de transmettre la facture et à ce moment-là, elle sera prise en charge, déposée automatiquement sur la plateforme choisie par le client. Donc soit PDP, soit le portail public de facturation. Ok, alors j'ai une question. Comment faire si nous n'utilisons pas Sage Compta ou Gestion? Alors, il faut s'assurer que les outils que vous utilisez, passeront bien, correctement, le cadre de la réforme de la facture électronique. Hein, donc là, c'est pour ça que cette réforme, en fait, va nécessiter de la part de vos entités une analyse, en fait, des outils que vous utilisez pour vous assurer, en fait, que chacun de vos outils est bien en conformité avec la réforme. Ok. J'ai plusieurs questions. Comment vont se passer les factures bancaires portant de la TVA, les échéanciers, les crédits baux dans le cadre de la facturation automatique? Bah, de la même manière, hein, les banques, qui adresseront des factures, qui contiennent de la TVA à des entités françaises assujetties à la TVA, vont devoir faire des factures électroniques. Pouvez-vous préciser à quoi vous faites référence avec le registre taxe? Alors, registre de taxes, en fait, c'est, quelque chose qui aujourd'hui, a, on va dire plusieurs utilités. Une 1re utilité, c'est permettre de préparamétrer les déclarations de TVA, aussi bien quand on est en TVA sur les débits qu'en TVA sur les encaissements, pour sortir donc soit un état préparatoire qui vous permet d'aller, saisir en ligne, hein, vos déclarations de TVA, soit on va même jusqu'à, faire de l'EDI de TVA, c'est-à-dire générer un fichier qui est déposé automatiquement, sur le site des impôts. Donc ça, c'est 1re utilité, aller sur le paramétrage des déclarations de TVA. Également, pour ce qui est de l'état sur, les règlements, l'état des règlements où vous devez, signifier en fait, alors toutes les entreprises n'y sont pas soumises, vous devez dire en fait à quelle échéance, sont payées les factures. Donc ça aussi, on s'appuie sur les registres de taxes et puis, si donc en fait, c'est assez peu utilisé parce qu'on n'a pas tous nos clients qui paramètrent les déclarations de TVA dans les applications. Mais en fait, les registres de taxes, c'est une traçabilité, heu, des TVA notamment et j'ai des étapes préparatoires, hein, qui me permettent, de visualiser ces registres. Donc demain, attention, dans le cadre de la réforme, nous, on va s'appuyer sur ces registres pour tout ce qui est flux e-reporting, notamment les flux d'encaissement, hein. Donc comme, ils vont suivre en fait la TVA, nous, ce sont bien les registres qu'il faut paramétrer. Donc vraiment, moi, je vous invite à, dès à présent, paramétrer ces registres. Ce sera ça de fait, on sait que ce sera cet outil-là qui sera utilisé dans la comptabilité. Donc aujourd'hui, Ok, vous n'en voyez pas forcément l'intérêt, demain ce sera indispensable. ok, merci André. Alors je continue rapidement. Comment faire pour transmettre une facture à un particulier? Comme aujourd'hui, ça ne changera rien. La GESCOM, elle va détecter en fait, parce que le tiers sera bien paramétré qu'il s'agit d'un particulier et au moment où vous éditerez la facture, bah, ce sera, un PDF qui sera, émis ou une facture papier. Voilà, ça ne changera rien au niveau de l'émission de la facture. Comme aujourd'hui, ce qui va changer, c'est que cette facture sera englobée dans un flux e-reporting, hein, pour compléter les déclarations de TVA. Mais sinon, pour vous, ça ne change rien. Vous allez continuer de lui envoyer, du papier ou un PDF par mail.
Ok, très bien. Comment la facturation électronique pourra faire la différence entre un achat de marchandises, par exemple, et un achat qui doit être immobilisé lorsque l'on reçoit une facture de l'un de nos fournisseurs? Alors, Cédric en a parlé, il va y avoir beaucoup plus de champs au niveau des factures. Au niveau de l'entête des factures, on aura beaucoup plus de précision aujourd'hui. Hein, donc, et entre autres, je vous l'avais dit, hein, est-ce que c'est de la TVA sur les débits? Est-ce que c'est de la TVA sur les encaissements? Est-ce qu'il y a les 2 types de TVA sur la facture? Voilà, hein, ce sont tous les champs supplémentaires, imposés par la réforme au niveau du format des factures. Oui, et puis pour les Ok, gens qui sont équipés de Sage, effectivement, c'est la V10 aussi, hein. C'est le premier niveau, hein, qui Ah va oui, permettre d'avoir accès à ces champs et de pouvoir les renseigner. complètement. ok, merci. Une dernière petite question et après, je vous invite à vous rapprocher directement des équipes INSECO pour la suite. Nous allons terminer avec une question autour de DocuWare. Nous utilisons actuellement DocuWare pour la gestion de nos factures fournisseurs. Est-ce que nous pourrons récupérer ces factures dématérialisées directement sur DocuWare via les PDP? Cédric? Heu, j'ai j'ai pas la réponse. Moi non plus. Je pense, que sur ce sujet-là, effectivement, il faut qu'on je ne sais pas qui a posé la question, mais on se rapproche de vous directement pour qu'on fasse une étude plus approfondie et qu'on voit ce qu'il y a, derrière ce sujet de dématérialisation de factures chez vous. J'ai pas la réponse comme ça. Ok, très bien. Je note et on reviendra vers vous. Ah oui, très rapidement. Parfait. Merci à vous deux. Très Je vous bien. invite Merci à beaucoup, nous. Bah, merci merci beaucoup pour à vous. votre attention, oui. Pardon Oui. Cédric, je t'ai coupé Non, la non, non, mais parole. je dis non, Voilà. pas du tout. J'allais dire la même chose que toi. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire et j'insiste encore, nos équipes sont à votre disposition. De toute façon, nous prendrons contact en direct avec vous pour donner suite, à ce lancement. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous. Merci Au à vous tous. revoir. Bonne journée. Bonne journée.